Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous dès le point du jour criant Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient. J'ai entendu quelques des jeunes gens dire qu'il faut encore continuer, c'est encore là, si ça n'a déjà jamais été là un jour, que Dieu nous aide. Mais avant de prendre Gérard Delpine, cancérologue, je vous l'ai déjà dit, on l'a vu à la première partie de l'émission, nous allons écouter ce document des scientifiques français adressé à leur ministre. Et je dirais qu'il concerne également les nôtres. Nous allons écouter cet élément, je crois qu'il est calé. Le temps sera très court aujourd'hui parce que l'entretien sera un peu long avec Gérard Delpine. On va écouter cet élément. Je crois qu'il est calé, est-ce qu'on peut y aller? Je crois bien. Monsieur le ministre, les mesures que vous avez récemment annoncées ont provoqué une levée de boucliers à travers tout le pays. Des responsables politiques, des personnalités, des penseurs, des scientifiques se sont levés pour vous demander de revenir en arrière. Le 13 mars dernier, je lançais un appel au calme sur la base des premiers éléments qui parvenaient à notre compréhension sur l'envergure réelle de l'épidémie de Covid. Tous ces éléments étaient rassurants. Ils montraient que nous étions face à une épidémie respiratoire hivernale d'un ordre de grandeur comparable à ce que nous avons l'habitude de connaître. Il s'avère qu'il ne s'agit, malgré la somme d'erreurs que vous avez commises et leur coût sur la population, qu'en termes de surmortalité, il ne se sera agi que de la 10e épidémie la plus grave depuis l'après-guerre. Les indicateurs que vous continuez à brandir au nez de la population semaine après semaine ne veulent plus rien dire. Les tests ont une telle sensibilité que dans l'immense majorité des cas, ils révèlent des personnes qui ont pu être en contact avec le virus, mais qui ne sont ni infectés ni contagieux. Vous êtes vous-même neurologue, monsieur le ministre, et vous savez mieux que personne l'impact que peut avoir sur le cerveau des informations anxiogènes et erronées sur un problème de cette nature. Le professeur Raoult a rappelé devant le Sénat la réalité de l'effet nocebo. Vous pouvez rendre quelqu'un malade et vous pouvez même le tuer avec ce genre de communication. Le fait est que votre réponse, depuis le début, mais jusqu'à aujourd'hui, a été désordonnée, incohérente, brutale à de nombreux égards, et malhonnête, parfois, vis-à-vis de la population. Les personnes, aujourd'hui, font confiance à des personnes comme le professeur Didier Raoult ou le professeur Christian Perron. Ils ont reconnu en elles des médecins, chercheurs, mais qui sont médecins avant tout. Avoir mis en échec, comme vous l'avez fait, les médecins généralistes qui, dans tous les textbooks épidémiologiques, sont le premier rideau face à un phénomène de cette nature, est une violation crasse des droits des soignants et des patients, dont vous aurez à répondre devant la haute cour de justice. N'aggravez pas votre cas, monsieur le ministre. Il est temps de sortir de toute cette propagande, de toute cette agitation, de toute cette incohérence qui est en train de provoquer depuis des mois, rien moins qu'un état de délire collectif dans notre pays. Nous ne parlons plus d'erreur. Le propre d'un délire, c'est un emballement qui est devenu immaîtrisable et qui dévaste tout sur son passage.
Les conséquences des mesures que vous avez prises, monsieur le ministre, sont infiniment pires que le tribut que cette maladie a pris sur la population, en fauchant essentiellement des personnes en fin de vie et gravement malades. Vous êtes en train d'organiser, monsieur le ministre, un saccage des forces vives de la société, un effondrement de l'économie, une asphyxie de la culture. Il n'existe pas une seule catégorie de la population qui n'est endommagée par les décisions excessives que vous prenez les unes après les autres, avec un autoritarisme qui laisse pantois, et ce d'autant plus qu'elle ne repose pas sur des bases scientifiques. Le seul pays d'Europe qui n'a pris que des décisions basées sur des données probantes, c'est la Suède, dont on s'est beaucoup gossé et qui aujourd'hui est en bien meilleure position que les pays latins d'Europe face à ce qu'il reste de cette épidémie. L'épidémie, ce n'est pas un mot qu'on dit parce qu'il nous vient à l'esprit. Ce sont des critères objectifs. Vous savez comme moi, monsieur le ministre, qu'en ce qui concerne les infections respiratoires virales, on parle d'épidémie dès lors qu'il y a 150 cas de personnes avec des symptômes et malades pour 100 000 habitants. Vous avez baissé ce seuil à 60 pour le Covid, avec des tests qui, jusqu'à hauteur de 9 sur 10, peuvent être positifs sans que la personne soit malade, infectée ou infectieuse. Ces éléments ne veulent plus rien dire. Tous les axes de ce qui pilote une réponse de santé publique ont été complètement bouleversés par les incohérences successives que vous continuez d'imposer à la population. Il est urgent de mettre les priorités dans le bon ordre et d'arrêter cette destruction qui conduit déjà à des millions de chômeurs en plus, à des centaines de milliers de fermetures et de faillites d'entreprises, tout ça pour une épidémie respiratoire virale qui n'aura été que la 10e, la plus pire depuis l'après-guerre. Nous sommes dans un délire collectif. Il est urgent d'en sortir. Confier les rênes des décisions à des personnes compétentes et en qui les Françaises et les Français ont confiance, comme le professeur Raoult ou le professeur Perron, qui a assumé cette fonction pendant longtemps dans le cadre des politiques de santé. Et puisque votre action et votre communication sont désormais devenues toxiques pour le pays, monsieur le ministre, prenez vos responsabilités et je vous en prie, démissionnez. Peut-être que je vois en Europe, on démissionne, mais ici chez nous, voilà la rentrée qui est complètement divisée, ne sais pas en trop, en quatre. On continue à nous demander de mettre les masques. Pendant ce temps, les journalistes ou les animateurs radiophoniques ou de télé continuent à nous rabâcher des oreilles. Ils ne peuvent pas faire des recherches et vérifier même d'eux-mêmes. C'est terrible. On souffle un peu en musique et on vient prendre le docteur Gérard Delpine, cancérologue, chirurgien, biostaticien, avec qui ces temps-ci j'ai beaucoup de discussions, et la plupart de ces vidéos, c'est ces gens-là qui me les envoient. Je crois que chaque jour, j'ai au moins une dizaine de messages de ce qui se passe en Europe. Je vous ai promis que demain, nous aurons ici avec nous la présidente de l'association Robert Kennedy, qui nous parlera de toute cette mascarade, de ce qui se passe en Europe, de leur marche en Allemagne. Ils étaient 3 millions pour dire non. Ils sont fatigués de ce mensonge. Sur le plan statistique et vérité, le coronavirus a fait à peine 200 000 morts. Ce sont ces scientifiques-là qui le disent. Ceux qui sont véritablement morts. Et vous avez entendu, on a parlé d'une grippe hivernale. Donc en principe, ceux qui disaient que l'Afrique subsaharienne devait être épargnée, a été épargnée, ont raison. Mais on a quand même arraché nos morts. On les a quand même enterrés contre notre gré. Les cadavres ont été balancés à gauche, à droite. Chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. On souffle la musique. Où on peut déjà retrouver le docteur Gérard. On y va. Retour ici en studio, la 93.8, nous émettons depuis Batamokolo, le média différent, c'est la NB1, n'est-ce pas? Nous sommes avec le docteur Gérard Delpine qui nous répond depuis la France. Vous avez écouté tout ce qu'il a dit pour vous éclaircir, pour le bien de nos enfants sur le garde d'asile, n'est-ce pas? Maintenant, nous allons aborder la deuxième partie de notre émission. Nous parlerons du Covid-19. Docteur, pendant plusieurs mois, nous avons appris et nous avons même constaté que la France a presque initié le confinement. Je dirais, dans le monde, dans le sens où, lorsque votre président a fini de faire son discours, je crois que ça devait être le 17 mars, n'est-ce pas, les pays africains ont emboîté le pas. C'est vrai que le confinement n'était pas aussi dur ici chez nous que chez vous là-bas. Qu'avez-vous à dire, que pensez-vous du confinement? Est-ce une mauvaise ou une bonne chose, le confinement? En France, le confinement a été la plus grande catastrophe nationale depuis la dernière guerre mondiale. Soyons clairs. Oui. C'est une catastrophe sanitaire, c'est une catastrophe sociale, c'est un déni politique, le refus des libertés, et c'est une catastrophe économique qui va rejaillir de manière extrêmement cruelle, en particulier en Afrique. Oui. Alors,
la France n'a pas eu la priorité du confinement, n'a pas été les premiers à faire cette connerie. Oui. Les premiers ont été les Chinois. Oui. Les Chinois ont fait un confinement en fermant, mais eux, ils n'ont pas fermé leur pays en entier, ils ont fermé une zone seulement qui était contaminée. Oui. Et les Chinois ont eu d'assez bons résultats d'après leurs chiffres. Personne n'est certain de leurs chiffres, mais en tout cas, ils ont officiellement eu de bons résultats. Mais les Chinois n'ont pas fait un confinement aveugle. Car ce qui compte dans le confinement, c'est s'il est ou pas. On entend par aveugle le fait d'enfermer ensemble les gens malades et les gens sains, et à l'opposé du traitement traditionnel de toutes les épidémies, qui est la quarantaine. La quarantaine consiste à séparer les malades des gens sains. C'est comme ça qu'on a toujours traité les épidémies depuis que la médecine existe. Oui. Lorsqu'on n'a pas de traitement médicamenteux, si quelqu'un est malade, on le met de côté pour pas qu'il contamine les autres. Oui. Donc les tout premiers qui ont fait cette connerie du confinement, c'est les Chinois, mais ils n'ont pas fait la connerie complètement, puisqu'eux, ils faisaient en même temps le confinement et la quarantaine. C'est-à-dire qu'ils recherchaient de manière opiniâtre tous les gens malades et qu'ils mettaient à part, qu'ils mettaient dans des hôpitaux à part bien bouclés pour qu'ils ne puissent pas contaminer les autres. Oui. Et je pense que si les Chinois ont réussi à maintenir l'épidémie dans des zones convenables, c'est parce qu'ils ont fait la quarantaine et non pas parce qu'ils ont fait le confinement. Les premiers occidentaux à faire les confinements, ça n'a pas été la France, ça a été l'Italie. Oui. Et l'Italie a confiné, et l'Italie est l'un des pays qui a le plus de morts au monde de Covid. Nous avons été avec l'Espagne et la Belgique. La France a eu le triste privilège de confiner à l'aveugle sa population. Oui. Alors, si elle l'a fait, c'est pas... alors que la logique médicale aurait voulu qu'elle fasse des quarantaines. Il était très facile de faire des quarantaines puisque les hôtels étaient vides à ce moment-là et on avait donc plein de places pour isoler les gens malades. On ne l'a pas fait. Et qu'est-ce qui a été fait en France? Les gens malades ont été renvoyés chez eux. Ah bon? Ah oui, c'était et si vous êtes contaminé, rentrez chez vous et ne sortez plus. C'était l'idéal pour contaminer les membres de la famille. Oui. Et si vous habitiez un HLM, c'était aussi très bien pour contaminer toute la cage d'escalier du HLM. Oui. Pour les vieux, ça a été encore pire. Les vieux, on leur a interdit d'aller à l'hôpital. Ah bon? Soit dit, ah oui. Il y a eu des arrêtés ministériels disant que les gens de plus de 65 ans, il ne fallait pas les envoyer à l'hôpital pour ne pas surcharger ces pauvres urgences qu'on devait réserver aux jeunes. C'est d'autant plus scandaleux que lorsqu'ils nous ont imposé la loi d'urgence, l'état d'urgence, ils ont dit c'est pour protéger les vieux. Alors pour protéger les vieux, on leur a interdit d'aller à l'hôpital. C'est quand même curieux. C'est curieux, oui. Et, c'est quand même curieux. Hein. Oui. Et alors, cerise sur le gâteau, ces pauvres vieux qui n'avaient pas le droit à l'hôpital, qu'est-ce qu'on en a fait? On les a pas mis dans des hôtels 5 étoiles, isolés des autres. Non, on les a renvoyés dans leur EHPAD pour qu'ils puissent contaminer tous leurs compagnons d'infortune. Oui. Et on les a renvoyés alors qu'il n'y avait aucun masque pour le personnel, aucun moyen de les isoler. Donc quand vous aviez un vieux qui était contaminé, vous le renvoyez dans son centre pour qu'il contamine tous les autres. Oui. Donc ce confinement aveugle, donc mélangeant sciemment, volontairement les malades des bien portants, a été une catastrophe. Lorsqu'on essaie de regarder les chiffres, docteur, on constate que en Europe en particulier, en Occident en particulier, dans la plupart des pays, il n'y a pas eu un plus grand nombre, n'est-ce pas, du Covid que la période des grippes saisonnières. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, les médias continuent à nous faire peur, à crier, je ne sais pas comment expliquer, à nous annoncer même la prochaine vague, quelque chose comme ça? Oui, alors là, vous avez tout à fait raison. Cette loi d'urgence n'a été acceptée par la population française, qui n'aurait jamais dû accepter un truc pareil, puisqu'ils n'avions pas une guerre. Oui. Elle n'a été rendue possible que parce que les médias ont fait une campagne scandaleuse, je dis bien coupable, les médias devraient être traînés en justice, de terrorisation de la population. Oui. On leur a fait croire que le Covid était la nouvelle peste. J'ai entendu moi-même notre Premier ministre, dire que le Covid était une... Je rappelle que la peste, en Europe, a tué 40% de la population de l'époque. Oui. C'est-à-dire que pour que le Covid soit comparable à une peste, il faudrait qu'elle ait tué au moins 240 millions d'Européens. Oui. Actuellement, au niveau mondial, on est un peu moins d'1 million de morts. Oui. 1 million de morts, c'est en dessous des 2 grandes grippes qu'on a eues depuis la dernière guerre mondiale. Oui. Nous avons eu 2 grandes grippes.
une en 1957, qu'on appelait la grippe asiatique, qui au niveau mondial a fait entre 1 et 4 millions de morts, et en France, entre 20 et 100 000 morts. Oui. Nous avons eu aussi la grippe de Hong Kong, qui est apparue, elle, en 68-69, et qui a fait environ 1 million de morts au niveau mondial, et au moins 30 000 morts en France. Donc des chiffres supérieurs au Covid. Oui. Hein. Et dans ces deux grippes, on a, au contraire, tous les médias disaient « tranquillisez-vous, si vous êtes malade, ne sortez pas de chez vous, attendez que ça soit passé les signes avant de sortir ». Et c'est tout ce qu'on a fait. On n'a jamais arrêté l'économie. On a dit aux gens dans les écoles, n'y allez pas si vous êtes malade. Ce qui est des bonnes vieilles recettes de grand-mère que tout le monde sait. Hein, quand on est malade, on reste chez soi. Oui. Mais on n'a pas fait ce cinéma invraisemblable de terroriser la population. Oui. Alors donc, et le ministre a comparé le Covid à la peste. Alors donc la peste tuait en gros une des personnes sur deux quand on était contaminé, et que le Covid tue environ 0,4 pour 100 des personnes contaminées. Oui. Donc c'est vraiment une comparaison totalement scandaleuse et inappropriée, et qui est destinée à faire peur. Oui. Donc la peur a été créée par les médias et renforcée par la propagande gouvernementale, qui continue d'ailleurs à faire croire qu'il peut y avoir une deuxième vague. Les deuxièmes vagues n'existent pas dans les maladies virales. Oui. Ça n'existe pas. Dans l'histoire, nous n'avons pas eu de maladie virale qui ait évolué en deux phases. Les grippes, elles évoluent chaque année. On a une grippe, parce que le virus est habitué à la situation, mais c'est à chaque fois une grippe différente. Oui. Le virus change chaque année, tout le monde le sait. Oui. Ce n'est pas le même virus qui réapparaît, non. Parce qu'effectivement, quand un virus a sévi dans une population, il a créé une immunité. La population a appris à se défendre et il ne peut pas revenir. Oui. C'est très bête, mais c'est comme ça. Je parle bien des virus, je ne parle pas des infections. Alors, on nous parle toujours de la grippe espagnole qui a eu 2 vagues. C'est vrai, il y a eu 2 vagues à cette époque. Ce qu'on ne raconte pas assez clairement, c'est que la deuxième vague n'était pas une vague virale. Il y a eu effectivement en 1918 une première épidémie de grippe virale. Et cette épidémie a touché beaucoup de monde, mais a tué pas beaucoup de monde. Un peu comme les grippes habituelles. Les grippes habituelles, c'est entre 200 000 et 600 000 morts au niveau mondial. Oui. Mais il y a eu une deuxième vague l'année d'après, et cette deuxième vague a tué énormément de gens. Sauf que cette deuxième vague était en fait liée à des bactéries. C'est une vague d'infection bactérienne, parce que la grippe fragilise les organismes. En 18, on sortait de la guerre, les gens étaient très dénutris, étaient fatigués, étaient épuisés, et donc, en plus, la grippe les avait amoindris au point de vue défense immunitaire, et ils sont morts d'infection. Une telle situation n'est plus possible maintenant que nous avons des antibiotiques. Oui. Donc, l'histoire de la deuxième vague virale est une invention spéculative pour faire peur. Oui. Cette invention a été créée par le modélisateur de l'OMS qui s'appelle Neil Ferguson. Oui. Il passe son temps à faire des prédictions. Ces prédictions ont une caractéristique régulière, c'est qu'il multiplie le risque réel par 10, parfois par 20. Il a ainsi, lors de la grippe H1N1, ils ont essayé de nous faire le même coup que le Covid. Ils ont fait croire que la grippe H1N1 était une catastrophe, une pandémie mondiale, qu'elle allait tuer des millions de personnes, qu'il fallait vacciner. Parce que le but, c'est de vendre des vaccins. Et par exemple, M. Ferguson avait prévu, grâce à son modèle fantastique mathématique fait par ordinateur, qu'il y aurait 20 000 morts au Canada. Il y en a eu 425. Ah bon? Pour vous donner un... Oui. Donc, il a fait aussi la même chose pour la grippe aviaire. Il a fait la même chose pour la maladie de la vache folle. Il a été responsable de l'abattage de la quasi-totalité des troupeaux de bovins en Grande-Bretagne. Et tous les vétérinaires actuels disent que c'était un scandale et que c'était totalement inutile. Oui. Il s'est trompé sur l'Ebola, puisqu'il avait modélisé l'Ebola en Afrique, et il s'est trompé lourdement sur la manière dont ça pouvait évoluer. Il se trompe beaucoup, au moins 3 fois sur 4 dans ses prévisions. Oui. Et alors, moi je suis statisticien, donc je m'intéresse un petit peu à la probabilité qu'un phénomène se répète. Oui. Et lorsqu'on fait des mesures ou lorsqu'on fait des prédictions, on peut se tromper. Tout savant se trompe à un moment ou à un autre. Oui. Celui qui ne se trompe pas est un menteur. Oui. Bon. Mais quand on se trompe, tantôt on se trompe en trop, tantôt on se trompe en moins. Oui. Statistiquement, ça doit être réparti autour des valeurs normales. Ou sinon, on est vraiment très mauvais. Alors, la particularité de Ferguson, c'est qu'il se trompe toujours dans le même sens. Il majore le risque dans
toutes les prévisions qu'il a fait, il majore gravement le risque. Oui. Et par exemple, là, dans son modèle qui a convaincu Macron de nous mettre en prison, car j'estime que le confinement a été une mise en prison. Une véritable prison, hein. On en a été en prison, oui. On a été ce qu'on appelle astreint à domicile. Oui. Eh bien, il avait convaincu en prétendant qu'il y aurait 500 000 morts en France si on n'enfermait pas la population, et 2 millions de morts aux États-Unis si on n'enfermait pas la population. Il avait aussi ajouté qu'il y aurait environ 100 000 morts en Suède et à peu près autant aux Pays-Bas. Il a bien baratiné, et comme l'OMS lui donnait la caution magique, en disant c'est le meilleur épidémiologiste, il n'est pas épidémiologiste, il est uniquement mathématicien, mais c'est le meilleur prédicteur, beaucoup de pays ont eu peur, ont suivi les instructions de l'OMS et enfermé. Et sans vérifier les données. Par exemple, en France, on a été enfermé parce que Ferguson a envoyé son résultat, ce qu'on appelle le rapport numéro 9 de l'Imperial College à Macron, qui annonçait donc 100 000 morts en France, et ce rapport n'était pas publié. C'est-à-dire que personne en France, ni les députés, ni personne, ni aucun scientifique français n'a pu examiner ce rapport et sa validité. Oui. C'est incroyable, il a été créé secret défense pendant 3 semaines. Pendant qu'on était en prison, on a pu enfin le consulter en milieu d'enfermement. Oui. Ce qui est un déni démocratique majeur. Et alors, une des particularités qui nous intéressait, c'est que 2 pays européens, enfin en plus de la Biélorussie qui a refusé complètement le confinement, mais en dehors, il y avait 2 pays qui ont dit « Oh, c'est quand même bizarre, on ne croit pas ce chiffre » sans les regarder. C'était les Pays-Bas et la Suède. Dans la Suède, on a un épidémiologiste qui a dit « Ce modèle est faux. Je ne le crois pas, je n'enfermerai pas ma population. » Oui. Alors si on compare, et les Pays-Bas ont dit « Je n'enfermerai pas la population parce que c'est contraire à notre idéal de démocratie qui fonde le pays. » Puisque les Pays-Bas ont toujours été un pays libéral par rapport à la France. Ça remonte à la période des rois. Donc ces 2 pays sont très intéressants. Alors en Suède, le modèle de Ferguson prévoyait 100 000 morts. Il y en a eu qu'ils n'ont pas du tout enfermé leur population, ils ont dit le modèle est faux, donc ils ont fait comme les épidémies habituelles en donnant des conseils à la population, point. Et il y a 6 000 morts. Donc là, le modèle Ferguson donnait 15 fois trop de morts par rapport à la réalité. Oui. Aux Pays-Bas, c'est à peu près pareil. Aux Pays-Bas, il avait prévu 70 000 morts et on en est à 5 000 et quelques. Oui. Donc là, 14 fois trop. Donc l'erreur, et là je dis la manipulation, parce qu'on ne peut pas se tromper autant. En science, on peut se tromper un peu, mais là, à ce point-là, c'est beaucoup trop. La manipulation est démontrée, et l'erreur totale du modèle de Ferguson est démontrée par les 2 pays qui n'ont pas appliqué la fermeture, l'enfermement de leur population, et qui montrent qu'en fait, il a majoré dans ses prévisions de 14 à 15 fois la réalité. Oui. Et donc, pour regarder statistiquement les résultats, c'est quand même colossal comme erreur. Oui. Bien, si on regarde toutes les prévisions qu'il a faites, on se rend compte qu'à chaque fois, il est major. Or ça, c'est statistiquement, s'il était de bonne foi, c'est statistiquement impossible. Oui. À l'époque, on n'avait pas les abacs pour calculer comment envoyer un obus au bon endroit. Les militaires, ils tiraient un coup de canon avec une certaine incidence, ils voyaient où ça tombait, trop loin. Bon, il baissait un peu l'incidence, il tirait un autre coup de canon, trop court. Trop court. Et après, il mettait entre les 2. Oui. Et il tombait juste. Oui. C'est comme ça qu'on faisait. Bon. Et donc, si vous vous trompez de bonne foi, vous pouvez vous tromper même à plusieurs reprises, mais tantôt c'est trop long, tantôt c'est trop court. Oui. Or, chez Ferguson, toutes les erreurs sont une majoration, c'est trop loin et beaucoup trop loin. Est-ce qu'il y a un but à cela? Est-ce qu'il le faisait? Est-ce qu'il y a un but à cela? Est-ce que, comme beaucoup de vos collègues, on appelle dissidents, pensent, est-ce qu'il n'avait pas en vue, n'est-ce pas, la vaccination qui aujourd'hui semble de plus en plus annoncée dans plusieurs pays contre le Covid? Absolument. Oui. Et c'est dans le rapport numéro 9, il faut absolument lire ce rapport, c'est pour ceux qui s'intéressent, c'est en anglais, mais enfin c'est un anglais relativement compréhensible, et puis il y a des traducteurs sur Google, c'est donc facile d'avoir le texte en français. Donc, si vous lisez le rapport, vous voyez des choses intéressantes. Premièrement, il a dit qu'il fallait enfermer les populations pendant 18 mois à 2 ans. 18 mois à 2 ans. Oui, 18 mois à 2 ans, le temps qu'un vaccin ou un autre traitement apparaisse. Il le dit clairement. Donc l'enfermement est en fait destiné à écœurer les populations qui en ont marre d'être enfermées et qui sont prêtes à accepter n'importe quoi, y compris le vaccin. Oui. C'est mis tel quel.
Et l'histoire de la deuxième vague, c'est lui aussi qui l'a inventé. Il a dit, comme les populations ne supporteront pas l'enfermement pendant 18 mois, 2 ans, il faudra libérer de temps en temps, donc déconfiner un peu. Mais après le déconfinement, il va y avoir une deuxième vague, il faudra reconfiner. Tout ça, c'est écrit dans le rapport du numéro 9. Oui. Donc le but de ce rapport était de foutre la trouille aux gouvernants et d'enfermer les populations pour leur permettre d'accepter un vaccin. Alors, c'est très clair. Alors docteur, lorsqu'on regarde les chiffres, on les étudie, dans le monde, on constate que malgré tout, je vais appeler ça ce cinéma, malgré cette manipulation, malgré le fait que les chiffres ont été tirés à gauche à droite, n'est-ce pas? Vous avez cité dans une de vos interventions le CDC, je crois, CDC, Center of Control Disease des États-Unis, qui disent que le Covid a tué à peine 6% de la population. En fait... oui, bien. Oui. 6% des morts déclarés. Oui. Que 94% des morts attribués au Covid sont survenus chez des malades qui étaient malades de plein de pathologies, oui, qui sont certainement morts avant tout des autres pathologies. Oui. Et il faut savoir que les chiffres de morts du Covid ont été gonflés de manière artificielle. Oui. Alors, tout simplement parce que, par exemple, aux États-Unis, beaucoup de gens n'ont aucune protection sociale. Oui. Et était un peu inquiet que sa population meure en dehors de l'hôpital. Donc il a édicté une règle simple, toute personne souffrant de Covid sera prise dans les hôpitaux même s'il n'a pas de protection sociale et l'État fédéral paiera. Oui. Donc les hôpitaux ont très bien compris la combine, d'autant que le prix des soins pour traitement de Covid ont été largement augmentés par rapport aux soins normaux. Ça rapportait beaucoup plus de prendre un malade. Si mes souvenirs sont exacts, docteur, j'ai un ami américain qui parlait d'autour de 2 à 3 000 $ hein, quand vous étiez au hôpital déclaré Covid. Si mes souvenirs, je peux me tromper, mais j'ai l'impression que c'était ça. Oui, je ne peux pas vérifier vos chiffres, mais enfin la réalité, c'est vrai que c'était augmenté. Et donc, tous les hôpitaux avaient intérêt, pour quelqu'un qui avait n'importe quoi, qui avait un simple rhume, de l'hospitaliser, de le déclarer Covid et d'en toucher les 3 000 $ ou les 5 000 $. Mais docteur, c'est méchant ça, docteur, c'est méchant ça. Hein. C'est pas méchant, c'est un acte de gestion efficace pour un hôpital. Oui. Rassurez-vous, il ne faut pas jeter la pierre aux Américains. Il oui. faut pas jeter la pierre aux Américains. Nous avons fait la même chose en France. Ah bon? Ah oui, absolument. Les malades Covid étaient rémunérés. Vous savez que nous avons ce qu'on appelle une tarification à l'activité en France. Oui. Donc chaque maladie est remboursée par la sécurité sociale à un prix décidé par le gouvernement. Oui. Et en France aussi, les malades déclarés Covid rapportaient beaucoup plus à l'hôpital qu'un malade pour rhume ou pour bronchite. Donc vous pensez bien que toutes les grippes, toutes les bronchites, tous les rhumes qui ont été hospitalisés ont été classés Covid. C'est terrible ça. Et même ici chez nous, au Cameroun, on a eu l'impression que les malades ou les morts du Covid étaient les cadavres VIP, hein, et pendant que les autres n'avaient pas de valeur. Ben oui, bien sûr, puisqu'ils rapportaient plus. Oui. Malheureusement. Malheureusement. C'est triste ça, tout ça. Donc, c'est effrayant. C'est invraisemblable. Oui. Donc il faut bien dire à la population que le Covid était une grippe qui a tué moins que la grippe de Hong Kong et moins que la grippe asiatique, pour lesquelles personne n'avait été enfermé, oui, et ce qui a permis à l'économie de poursuivre. Oui. Donc en France, ça a été une grande catastrophe. Si nous avions fait la quarantaine, ce qu'a fait l'Allemagne n'a pas fait de confinement policier à la française. Eh bien, si on avait fait comme l'Allemagne, de mettre à l'écart les malades, nous aurions eu environ 25 000 morts de moins de soi-disant Covid. Oui. Donc, le fait de l'enfermement a causé 25 000 morts de trop. Docteur, Deuxièmement, oui, allez-y. Deuxièmement, en dehors de ces malades étiquetés Covid, soi-disant morts du Covid, nous avons aussi fait le plan blanc en même temps que l'enfermement. Donc, on a interdit aux médecins de traiter leurs malades. Ah bon? Ordinaires. Et ce refus de soins, oui, mon fils est chirurgien et je connais beaucoup d'autres chirurgiens, on n'a pas eu le droit d'opérer pendant 3 mois. Sauf les urgences vitales immédiates, et pour avoir le droit de les opérer, il fallait que l'agence régionale de santé donne son feu vert. Ça, donc, oui. Alors, le fait de ne pas traiter la population normale pendant 3 mois est responsable, ou
sera responsable dans les années qui viennent, parce que pour les cancers, ça ne tue pas tout de suite, sera responsable donc 25 000 à 30 000 morts supplémentaires. Le refus de soins. Donc, nous avons eu des morts de Covid supplémentaires qu'on n'aurait jamais dû avoir à cause du confinement, s'il n'y avait pas eu le confinement, 25 000. Nous avons les victimes que j'appelle collatérales, qui sont les victimes du plan blanc, du refus de soins, qui sont entre 25 et 30 000. Ça correspond aux estimations faites dans les pays étrangers, tels que l'Angleterre, pour les cancers, etc. Et puis, nous avons en plus les malades de la crise économique, les gens qui vont mourir parce que ça déclenche une pauvreté invraisemblable en France. Et en Afrique, c'est terrible. Je ne sais pas si vous avez vu le dernier appel de l'UNESCO et du programme mondial contre la faim. Il prévoit que le confinement généralisé du monde sera responsable de centaines de milliers de morts chez les enfants de moins de 5 ans, en particulier en Afrique et en Asie, dans les pays pauvres, parce que la crise économique qui commence et qui va s'aggraver peu à peu, et également le fait de l'absence de financement venu des pays riches, parce que beaucoup de gens qui tentent l'expérience de venir en Europe et qui sont exploités comme des bêtes n'ont pas de statut. Donc, durant le Covid, ces gens qui travaillent, qu'on appelle au noir, c'est-à-dire travailler sans être déclarés, ça n'a rien à voir avec une race. Ces gens qui travaillent en France au noir n'ont rien reçu du gouvernement durant le confinement. Les salariés français qui étaient les fonctionnaires, eux ont reçu l'intégralité de leur salaire. Mais les travailleurs au noir n'ont rien touché. Donc ces gens ont beaucoup de mal à vivre eux-mêmes et ils ont été totalement incapables d'envoyer un peu d'argent à leur famille. Donc c'est le rapport de l'ONU et de l'UNESCO qui dit la crise économique due au confinement sera responsable de centaines de milliers de morts, en particulier en Afrique et en Asie. Actuellement, selon l'OMS, on a autour de 25 000 morts de famine par an, 25 000 morts, ça fait près de 9 millions de morts par an dû à la famine. Et il n'y a pas de bruit là derrière. On nous parle du Covid, docteur. Souvent, j'ai presque je n'ai que mes yeux pour pleurer. Oui. Et le fait de bloquer l'ensemble est quelque chose de terrible, donc aussi pour les pays africains. Alors, allô? Oui, nous sommes là, nous vous écoutons, docteur. Vous êtes en direct, oui. Oui, alors en particulier, pour ce qui m'a beaucoup frappé dans l'appel à l'UNESCO, c'est que les enfants qui vont mourir en Afrique sont des enfants de moins de 5 ans. Essentiellement, parce que c'est eux qui sont le plus exposés aux complications de la famine, et que ces enfants n'avaient rien à craindre du Covid. S'il n'y avait pas eu d'enfermement, ces enfants ne peuvent pas avoir le Covid, parce que le Covid, en dessous de 19 ans, ne tue pratiquement jamais. Sur les statistiques officielles de la France, les enfants de 0 à 19 ans ont un risque de mourir de Covid 3 fois inférieur au risque habituel de mourir de la grippe ordinaire. Donc, les enfants de moins de 5 ans ont pratiquement un risque zéro de mourir de Covid. Mais ils vont mourir. Mais docteur, je vous relance, docteur, permettez-moi de vous relancer. Avec ces statistiques, ces chiffres, pourquoi empêcher les enfants d'aller à l'école, docteur? Pendant 7 mois, moi je suis père de 5 enfants, une véritable souffrance, un véritable calvaire. On empêche nos enfants d'aller à l'école alors que les enfants ne risquent rien, docteur. Mais c'est le monde de l'envers, c'est le délire comme dit Rader. C'est de la folie pure. L'enfant de moins de 19 ans ne risque rien du Covid, ça je vous l'ai dit avant. Là, nous on avait 7 millions d'enfants, d'après les statistiques de Santé publique France, sur 7 millions et demi d'enfants de moins de 19 ans de France, il y a eu 3 morts. Et 2 des 3 morts étaient, en fait, ils sont morts d'autre chose parce qu'ils avaient une leucémie ou des pathologies très graves ailleurs. Donc, le risque était pratiquement zéro. Bon. Deuxièmement, alors pourquoi est-ce qu'ils ont été enfermés? Ils ont été enfermés toujours à cause du modèle de Ferguson. Le modèle de Ferguson était pour la grippe. L'infection grippale passe souvent par les enfants. On admet que 30% des infections dues à la grippe sont liées à la transmission par les enfants. Or, Ferguson a utilisé dans son modèle épidémiologique, dans ses prédictions, dans ses prophéties catastrophiques, il a utilisé le même modèle. Et donc il a dit il faut arrêter de fermer l'école pour pas que ça se transmette. Sauf que les enfants, on ne connaissait pas le Covid au départ. C'est une maladie nouvelle. Sauf qu'on sait maintenant que les enfants ne transmettent jamais le virus. Donc on a interdit l'école aux enfants pour de mauvaises raisons parce qu'on ne connaissait pas la maladie. Alors, à la limite, qu'on n'ait pas su au début, en mars,
Mais en avril, on savait déjà, d'après les chiffres chinois, que les enfants ne transmettaient pas le virus. Oui. Depuis, ça s'est confirmé. Nous avons actuellement plus de 30 millions de personnes qui ont été contaminées par le Covid dans le monde, d'après l'OMS. Et nous n'avons pas une seule observation crédible qui démontre qu'un enfant ait pu contaminer un adulte. Oui. Les enfants sont toujours contaminés par les adultes proches. Oui. Et dans les écoles, c'est toujours un adulte, un professeur qui a contaminé les enfants. Il y a eu à Jérusalem des écoles où il y a eu des épidémies de Covid, c'était toujours des enfants contaminés par des enseignants. Oui. Et aucun de ces enfants n'a eu de complications. Ils sont tous guéris. Bon, alors ça c'est constant dans la littérature. On a eu environ une quinzaine d'études épidémiologiques, dont 3 en France. Une étude très intéressante, c'était sur les contamines. On a eu un enfant qui c'était le premier cas infantile en France de Covid. Et donc c'est une époque où le virus ne circulait pas beaucoup. Donc c'était facile de faire une vraie étude épidémiologique. Et cet enfant avait eu 175 contacts pendant qu'il était contagieux. Et il a eu des contacts dans 3 écoles différentes et en plus dans une école de ski. Oui. Et l'INSERM a envoyé une 50aine d'enquêteurs, ils ont testé tous les contacts, ils n'ont pas trouvé un seul contact qui a été infecté par cet enfant. Oui. Et pour cerise sur le gâteau, il avait 2 frères et sœurs, et il n'a pas contaminé ni son frère ni sa sœur. Oui. Donc c'était la première étude épidémiologique très sérieuse faite par l'INSERM qui montrait que l'enfant ne contamine pas. Alors après, en France, il y a eu encore l'étude de l'Institut Pasteur sur les écoles de Creil. Vous savez qu'il y a une épidémie dans les écoles de Creil, certainement liée au fait que les Français qui ont été rapatriés de Chine ont été rapatriés à la base aérienne de Creil. Oui. C'est certainement là que le virus. Et bien là aussi, l'Institut Pasteur n'a pas été capable de mettre en évidence un seul enfant qui ait contaminé quelqu'un. Mais depuis, il y a eu des études aux Pays-Bas, où là aussi, ils n'ont pas réussi à mettre en évidence de contamination d'un enfant vers un adulte, mais aussi en Irlande, mais aussi en Nouvelle-Zélande. Dans tous les pays où ça a été fait, il n'y a jamais mis en évidence de contamination. Alors tout récemment, il y a une semaine, le CDC, le Centre des contrôles des diseases américain, a prétendu qu'il y avait 2 épidémies qui auraient été transmises par les enfants, l'un dans des camps de vacances en Géorgie américaine, et l'autre dans des crèches à Salt Lake City. Sauf que, premièrement, ils n'ont pas beaucoup insisté que c'était toujours des adultes qui contaminaient les enfants en question, et deuxièmement, ils n'ont jamais dit non plus, ils ont vu un enfant contaminé, puis les parents contaminés disent c'est l'enfant qu'ils ont contaminé. Sauf qu'à cette époque, l'épidémie battait son plein aux États-Unis. Donc les parents peuvent très bien pu être contaminés par quelqu'un d'autre, et ça, ils ne l'ont pas étudié. Donc ces 2 études, comme par hasard, qui sont sorties au moment où on dit qu'il faut reprendre l'école, sont venues bien à propos pour le CDC, qui, je le rappelle, touche de l'argent sur les vaccins qui sont distribués. Oui. Le CDC n'est pas un organisme purement d'État, il est un organisme d'État qui est aussi subventionné par les redevances qui touchent sur les vaccins. Oui. Donc il a une position qui est constamment pro-vaccinale et souvent assez malhonnête. Et de toute manière, il est le seul à avoir prétendu ce genre de choses. Toute la littérature internationale dit exactement le contraire. Oui. Donc les enfants ne peuvent pas contaminer les adultes. Justement, la folie, donc, c'est... Les écoles doivent être ouvertes. Et je ne sais pas une position propre. Le fait d'empêcher les enfants d'aller à l'école est une catastrophe. Une catastrophe non seulement scolaire, parce qu'ils perdent des enseignements nécessaires, mais surtout une catastrophe sociale. Oui. Les enfants ont besoin du contact avec les autres pour devenir des adultes. Ce n'est que par le contact avec les autres qu'on devient un homme civilisé. Donc les interdire d'école est vraiment catastrophique. Les Norvégiens sont, les Scandinaves sont beaucoup plus honnêtes que les Français, il faut être honnête. Et la première ministre de la Norvège, elle aurait pu jouer les vedettes, puisque la Norvège est un des pays européen qui a eu le moins de morts de Covid. Et elle a publiquement reconnu à la radio qu'elle avait confiné son pays par peur. Par peur. Par peur, elle l'a dit clairement, telle quelle. Oui. J'ai pris cette décision par peur. Et j'aurais certainement pu avoir le même bon résultat sans confiner. Oui. Elle a en plus, elle l'a fait d'après une étude de l'Institut norvégien des épidémies, où ils ont démontré que la crise était déjà passée quand elle avait confiné. Oui. Elle ne savait pas, mais c'était déjà sur la fin, et donc ça n'a joué aucun rôle. Oui. Et elle a rajouté, elle a fait travailler une structure d'État également, et elle a dit chaque semaine d'école perdue
gêne les enfants dans leur vie future et leur coûtera tant d'argent par mois perdu. Docteur, vous pouvez répéter cela, c'est très intéressant. Vous dites, elle a dit? Elle l'a dit à la télévision norvégienne. Oui. Qu'elle avait confiné par peur. Oui. Et qu'elle aurait certainement pu avoir le même résultat excellent en Covid pour les Européens si elle n'avait pas confiné. Donc oui. Elle regrettait d'avoir confiné. Oui. Elle a dit aussi qu'elle regrettait d'avoir fermé les écoles. Oui. C'est logique puisque les enfants ne transmettent pas. Et elle a fait estimer par ses services ce qu'avaient perdu les enfants du fait de l'absence d'école pendant plusieurs mois. Oui. Bon. Alors, la perte de potentiel professionnel et donc financier des enfants par la perte de l'école est reconnue par tous les gens qui s'en occupent, sans compter les troubles psychiatriques et psychologiques. Justement, pour vous lancer, docteur, dans certains pays africains, je crois notamment le Kenya, il a été prouvé scientifiquement que plusieurs jeunes filles sont tombées enceintes à cause du confinement parce qu'elles n'avaient absolument rien à faire. Le nombre de grossesses, je dirais indésirables, c'est multiplié par 10 voire par 100 dans certains pays. Parce que certains enfants sont carrément devenus des voyous. Ben oui, bien sûr. Mais vous savez, en France, nous, sur le nombre de grossesses non désirées, j'en sais rien. Mais il faut reconnaître quand même que en France, les députés LREM ont voulu augmenter très largement les délais d'interruption volontaire de grossesse. Oui. Notamment en disant, durant le confinement, on sait aussi que les violences familiales ont augmenté considérablement durant le confinement, ça c'est prouvé par tout le monde. Oui. Et en France, on a quand même 10 à 15% de la population scolaire qui a décroché, qui a disparu des radars. Ah bon? Oui, dans les quartiers, disons, qu'on appelle sensibles. Oui. Souvent des quartiers pauvres, où il y a une forte proportion de gens qui ne sont pas français d'origine, donc qui n'ont pas la même culture, qui n'ont pas les mêmes habitudes, qui ont du mal à être à l'école parce que comme ils ne connaissent pas le français, c'est difficile de suivre les cours. Hein. Et malheureusement, en plus, ils sont tous ensemble parce que les Français d'origine un peu plus riches sont partis. Hein. Donc ces pauvres gens qui ont déjà du mal à l'école, là, ils ont pris 6 mois où ils ont arrêté d'aller à l'école, ils se sont mis à servir de sonnette pour les drogue dealers, puisque la grande ressource de ces quartiers, c'est la vente de drogue, du hashish en particulier. Et ils n'ont plus du tout envie de revenir à l'école. Donc ils ont disparu des radars. Oui. Donc c'est vraiment une catastrophe sociale qu'on a créée. Là. Oui. Alors, on n'est pas les seuls à dire ça. L'ONU elle-même s'est émue. Et l'ONU a émis un avis en disant qu'il était urgent que les écoles reprennent en Afrique. Spécifiquement pour l'Afrique, ils l'ont mis. Oui, ils disent dans la plupart des pays africains, docteur, quand je les écoute, les écoles vont reprendre, mais les enfants, dans certains cas, seront masqués, ce qu'ils appellent distanciation sociale, ce qui fait que nos enfants ont en ce qu'on appelle la chaleur, la fraternité. Certains même ont plutôt peur d'aller à l'école. L'école semble plutôt être... Oui, mais... vous me comprenez, docteur? Vous me suivez, docteur? Très très bien, mais je suis abasourdi qu'ils aient fait des conneries pareilles en Afrique. Oui. Nous, on subit ça en France. Et je pensais que c'était une connerie spécifiquement française. En fait, il faut dire que l'Africain imite aveuglement ce qui se passe en France. Ben non, il faut prendre ce qu'on a de bon et laisser ce qu'on a de mauvais. Hein? Parce qu'on est capable, et malheureusement nos gouvernements sont capables d'énormes bévues. Oui. Et c'est dommage que, je ne veux pas dire la France n'est plus la France, mais on a perdu beaucoup des qualités qui avaient quand même... et qui s'était exercé dans le passé, malheureusement. Oui. Et donc, nous, on se bat avec mon épouse contre le port des masques des enfants, ce qui est une stupidité médicale, qui n'a aucune raison d'être. Oui. Aucune raison. Oui. On ne peut pas justifier le port des masques des enfants, puisqu'on sait qu'ils ne contaminent personne, et que si eux sont contaminés par des adultes, ce qui peut arriver, à la limite qu'il y ait des masques pour les profs quand ils sont tout près de leurs élèves, quand ils sont à moins d'1 mètre des élèves, ça peut se discuter. Oui. Je ne sais pas si c'est efficace, mais enfin, on peut le comprendre. Oui. Mais que quand un prof est sur l'estrade et que tous ses élèves sont assis, donc il est à plus de 3 ou 4 mètres, c'est totalement scandaleux de lui mettre un masque. Parce qu'effectivement, les rapports sociaux passent par le visage. Oui. Si vous voulez voir si quelqu'un dit la vérité ou pas, vous regardez ses traits. S'il vous fait confiance, s'il est content, s'il est heureux, vous avez besoin, et pour un prof, il a besoin de voir la tête de ses élèves, pour voir s'ils comprennent ou pas. Enfin, l'absence de visage, d'expression du visage est une catastrophe. Oui. L'expression, la parole passe autant
par les mimiques, par l'expression corporelle que par la parole. Oui. Donc il est absolument effrayant qu'on impose des masques aux élèves, et il est totalement illogique. Oui, docteur, j'ai lu plusieurs de vos collègues par ADER. J'ai sous mes yeux l'article du docteur Chantal Béchette, j'espère que je prononce très bien. Elle s'est posé la question dans plusieurs articles, à qui profite le crime? Certains sont dit la France et d'autres pays, par exemple le médecin allemand qui a été arrêté il y a quelques jours, c'est passé votre courant en Grande-Bretagne. Ou donc, j'ai pas compris. Je parlais qui a été arrêté? Le médecin allemand qui a été arrêté il y a quelques jours, là, je crois, dimanche dernier, en Allemagne. Je veux dire, en Grande-Bretagne, je voudrais dire. En Angleterre, oui. En Angleterre. Oui. J'ai écouté le propos, ils disent que vous êtes retourné aux années 40, à l'époque de Vichy, à l'époque du nazisme, avec le comportement des gouvernements sur cette histoire de Covid-19. Que pensez-vous de cela? Il a totalement raison. Oui. Il a totalement raison. C'est pour ça que je dis bien que la catastrophe n'est pas la catastrophe du Covid. C'est une épidémie comme les autres. Oui. Hein, pas plus grave. La catastrophe était les mesures prises soi-disant, prétendument, pour lutter contre le Covid. Oui. Qui en fait ont lutté avant tout contre la démocratie. Oui. Et nous avons en France, on a vu au moment du Covid, tous les vieux réflexes du temps de Vichy à réapparaître. Ah bon? On a vu des... Oui. La terreur, c'est un moyen de Machiavel, dans son ouvrage réputé qui est Le Prince, oui, dit clairement que la terreur est le meilleur moyen pour faire obéir la population. Oui. Lorsque vous avez un chat qui traverse la rue la nuit et qui voit des phares d'une voiture, il est terrorisé, il bouge pas, il se fait écraser. Oui, il se fait écraser, c'est vrai. La peur n'évite pas le danger. Au contraire, si c'est une peur panique, elle vous paralyse et vous empêche de réagir au danger. Oui. Et là, les médias ont été responsables de la création d'une peur panique qui a été entretenue par les gouvernements. Tout ça pour nous empêcher de réfléchir. Oui. Pour nous empêcher de regarder la réalité des faits. Oui. Et alors en France, on a vu les réflexes que je vous disais du temps de Vichy, en particulier des voisins qui dénonçaient les autres. Ah bon? Parce qu'ils sortaient. Ah oui. Les Français sont pas mieux qu'en 40. Enfin, j'ai appris ça à cette occasion. Ils ont dénoncé leurs voisins. Pardon? Je disais que c'est grave ça. Ça c'est triste, c'est grave ça. Ah, c'est affreux. C'est affreux. C'est tout à fait affreux. Oui. J'espérais qu'on avait tiré des leçons de ce qui nous était arrivé. Et ben, malheureusement, le peuple a oublié les leçons de 40. Donc ils ont dénoncé. Qu'est-ce qu'on a eu comme autre chose? On a vu le Conseil de l'Ordre. Le Conseil de l'Ordre qui s'est attaqué aux médecins qui traitaient leurs malades. Oui. Puisqu'il y a eu une première quand même en France. Jamais dans l'histoire, un gouvernement a interdit aux médecins de traiter les malades en leur âme et conscience. Oui. Hein? Eh bien, en France, nous avons eu un gouvernement qui a interdit aux médecins de traiter les malades. Oui. Nous n'avons pas le droit de traiter le Covid. Autrement que parce que disait le gouvernement. Qu'est-ce que disait le gouvernement? En cas de Covid, prenez des produits antalgiques ou pour faire tomber la fièvre, mais aucun traitement actif. Ils nous ont interdit d'utiliser la chloroquine. Ça alors. Ils nous ont interdit. Oui. Et non seulement ils nous ont interdit, mais le Conseil de l'Ordre, qui est un organisme qui a été créé par Vichy. Hein, oui. Avant Vichy, le Conseil de l'Ordre des médecins n'existait pas en France. Oui. Et le Conseil de l'Ordre a été créé par Vichy, et le premier édit qu'il a édité, ça a été de dénoncer les médecins juifs. Parce que les Allemands voulaient savoir quels étaient les médecins juifs pour les empêcher de travailler. Oui. Et le Conseil de l'Ordre a donné la liste des médecins juifs. Le deuxième arrêté du Conseil de l'Ordre a été aussi très caractéristique. Il a demandé de dénoncer toutes les blessures par balle. C'était pour permettre aux Allemands de récupérer les résistants qui auraient été blessés et qui voulaient se faire soigner. Oui. Alors, donc vous voyez un peu le lourd passé du Conseil de l'Ordre français. Oui. Alors, le premier arrêté dénoncer les médecins juifs, ça a été très suivi par les médecins français, parce que ça permettait d'éliminer des concurrents. Oui. Donc, vous voyez un peu le niveau moral. Oui. Le deuxième arrêté, là, qui disait de dénoncer les blessures par balle, ça n'a pas marché. Les médecins français ont en général pas dénoncé les blessures par balle. Ils n'en sont pas arrivés à ce point d'abjection. Oui. Mais donc, nous avions ça. La dénonciation, c'est typique de ce qui se passait du temps de Vichy. Alors, en France, le Conseil de l'Ordre a poursuivi les médecins qui traitaient leurs malades.
Enfin, du moins ceux qui l'ont dit, parce qu'il y a deux types de médecins. Il y a des médecins qui traitaient sans le dire, et ceux-là, ils ont échappé, ils sont passés en dessous des radars. Oui. Et puis d'autres qui, étant contents des résultats du traitement, que ce soit la chloroquine ou les antibiotiques, l'ont dit. Et ceux-là sont systématiquement poursuivis par le Conseil de l'ordre. Oui. Ce qui était invraisemblable. Vous êtes poursuivis pour avoir guéri vos malades. Oui. Vous voyez ? Donc ce Conseil de l'ordre est vraiment parce que c'est un tribunal en plus. C'est un tribunal d'exception. Hein, on a fermé presque tous les tribunaux d'exception en France. Le tribunal des forces armées a été supprimé il y a une dizaine d'années. Oui. Mais pas les conseils de l'ordre. Oui. Et je trouve que c'est tout à fait aberrant pour un pays démocratique. J'ai écouté quelques médecins au nom du peuple et en public. J'ai écouté quelques médecins, quelques professeurs. J'ai oublié le nom. Je pense au professeur Toussaint. Il y a un autre qui était l'invité de Paul de Hevels il y a quelque temps là, qui disait que son salaire, n'est-ce pas, a été coupé pendant 2 mois. Il était traqué. On ne voulait pas qu'il parle. Ah, ça, je ne savais pas. Mais je suis sûr qu'il est honnête et qu'il a dit la vérité. Oui, il était justement l'invité. Il était l'invité de Paul de Hevels dans Radio Courtoisie. Rader était là. Charles Thaler était également là. Alors j'étais dépassé de savoir que un professeur, parce qu'il veut dire la vérité, son salaire est suspendu pendant 2 mois, il vit caché parce qu'il dénonce le mensonge et le mascarade. Oui, mais ça m'étonne pas du tout. Je ne connaissais pas l'information, mais elle est totalement crédible. Et venant de tout ça, on peut le croire. Il a du courage. Vous savez, la liberté, ça a un prix, ça se paye. Oui. Donc quand vous dites des choses, faut vous attendre. C'est des choses qui déplaisent aux puissants. Il faut vous attendre à recevoir du bâton. Oui. Je ne savais pas que M. Toussaint avait reçu du bâton, mais c'est le cas. Mais par exemple, un autre médecin honnête, ce qui est le docteur Perron, je ne sais pas si vous avez entendu parler du docteur Perron. Oui. Il a sorti un livre très intéressant. Quelles sont les erreurs qu'ils n'ont pas commises? Y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise, dit-il dans son livre. C'était un médecin chargé du traitement des infections à l'hôpital de Garches, que ma femme a bien connu, puisqu'elle a travaillé là-bas pendant presque 10 ans. Oui. Eh bien, ce médecin est maintenant sous le feu de la mafia, il faut l'appeler la mafia, pharmacie, et il est, par exemple, tous ses élèves sont attaqués par la mafia, qui leur disent si vous voulez avoir un avenir, il faut attaquer le docteur Perron. Oui. Si vous voulez avoir un avenir, il ne faut pas rester dans le service. Et on commence à enlever ces postes de chef de clinique, ces postes d'interne, etc. Ce qui est arrivé à mon épouse, hein, ils ont fait les mêmes techniques pour essayer de détruire son service. C'est terrible ça. On a l'impression d'être dans un film de science-fiction. Nous avons regardé quelques vidéos, quelques images ici. On a vu des gens arrêtés, menottés en France parce qu'ils n'avaient pas le masque. Moi, je suis au Cameroun, j'ai été à la limite humilié parce que je n'avais pas le masque, je conduisais. Et mon permis a été conduit confisqué pendant 2 à 3 semaines. Mais quand on voit la même chose en France, les gens arrêtés, menottés parce qu'ils n'ont pas de masque, on se dit c'est le monde à l'envers, docteur. Ah bah oui, c'est à Nice, là. Moi j'ai vu aussi cette vidéo. À Nice, un couple qui se promène, non seulement menotté, mais en plus jeté par terre avec quelqu'un qui l'étouffait, enfin, dans des conditions absolument ignobles. Et on a eu le summum de la connerie, il faut l'appeler comme ça, c'est la méchanceté de la connerie. On n'a pas de drone, vous savez, l'armée française a du mal à surveiller le Sahel parce qu'elle n'a pas beaucoup de drones. Mais la gendarmerie qui avait des drones, les a utilisés pour repérer les gens qui se promenaient dans les forêts où il n'y avait personne, pour leur donner des amendes. Lorsque je me promenais à Antibes, parce qu'il fallait sortir à Naosweiss, hein. Quand les Allemands occupaient la France, ils ne demandaient pas aux Français, durant la journée, de se promener avec une attestation expliquant qu'ils sortaient pour tel et tel motif. Hein. Eh bien, les Français, l'État français, Macron et compagnie, ils ont imposé l'Ausweis de jour. Donc on devait se promener avec une attestation disant ce qu'on faisait et pourquoi on sortait et à quelle heure on était sorti pour vérifier que ça ne dépassait pas 1 heure. Incroyable. Oui, c'est malheureusement vrai. Ils ont fait pire que les nazis. Et alors, il y a des détails absolument sordides et absolument comiques, comme vous voulez. Je me promenais avec mon épouse au bord de la mer avec mon attestation et son attestation. On a été contrôlés par les flics, bien sûr. Et ils voulaient nous mettre une amende parce qu'une attestation de je sous-signé monsieur certifie et l'attestation de je sous-signé madame certifie étaient sur la même feuille de papier. Alors, il faut que ce soit sur des feuilles de papier différentes.
Alors j'ai proposé de couper en deux la feuille, ça devrait être deux feuilles différentes. Et la fliquette en question a refusé. Non, il n'est pas question, c'est pas normal. Bon, j'ai pas eu d'amende. Mais pour vous donner le niveau de bêtise, lorsque vous donnez des pouvoirs sans contre-pouvoir à quelqu'un, ils ont naturellement tendance à en abuser. Et là, ils se sentaient forts, donc ils nous ont emmerdés. Excusez-moi du terme, oui. Mais c'est la réalité. Chers auditeurs, ils nous ont emmerdés. Vous écoutez la 93.8, c'est NB1, le média différent. Nous émettons depuis Yaoundé, c'est au quartier Mokolo, Cameroun. Nous tirons vers la fin de l'entretien le docteur Gérard Delpine, n'est-ce pas, qui est notre invité, cancérologue, oncologue, chirurgien, biostaticien. Nous lui disons déjà merci d'avoir accepté pendant tout ce longtemps nous accorder cette interview. C'est juste pour vous permettre de comprendre la vérité et l'accepter. Donc nous tirons vers la fin de notre interview. Nous posons beaucoup de questions au Cameroun. Nos enfants qui doivent probablement porter les masques, n'est-ce pas? Ils ont fait 7 mois sans aller à l'école. Peut-être c'est le cas également en France. Vous pensez que cela va jouer à long terme sur la vie de ces enfants? Est-ce qu'ils pourront un jour récupérer ce qu'ils ont perdu pendant ce moment? Et nous ne sommes pas encore à la fin de notre calvaire, docteur. J'espère qu'ils récupéreront, j'en sais rien, puisqu'une situation pareille ne s'est jamais produite jusqu'à présent. Oui. Ce que je peux dire quand même, c'est que l'Afrique s'en sort infiniment mieux que les autres zones, enfin du moins l'Afrique soumise au paludisme. C'est tout à fait frappant lorsqu'on regarde les cartes de mortalité par pays. Les pays d'endémie palustre ont beaucoup moins de morts que les autres. Oui. C'est 20 fois moins. Oui. Et ça, c'est pas grâce à ce que vous avez subi, c'est pas grâce au confinement et toutes les saloperies qu'on vous a imposées comme à nous, c'est uniquement parce que vous preniez de la chloroquine. Oui. Et que vous aviez un traitement préventif. Oui. Et un traitement préventif efficace. Ça a été démontré par les hindous qui officiellement le recommandent, par les Chinois, par les pays qui représentent, et par le Maroc aussi. Le Maroc était mal parti, le roi a saisi les stocks de chloroquine et l'a fait distribuer à la population. Et vous avez grâce à ça des taux de mort de Covid qui rendent jaloux les Français. Oui. Bravo aux Africains. Malheureusement, il faut le dire, hein. Bravo, mais nous devons faire plaisir à, excusez-moi le thème, docteur, notre maître blanc qui décide le confinement. Et nous aussi, nous décidons sans rien vérifier. Je vous dis, tout ce qu'on a vu ici, il y a eu des familles qui ont arraché les corps ici, déclaré Covid alors que les gens souffraient de cancer, ils souffraient, je ne sais pas, d'hypertension, de diabète, n'est-ce pas? Les familles ont été dans les pleurs, ici dans les deuils, ce qui fait que certains Camerounais, aujourd'hui citoyens camerounais, maudissent plutôt les autorités, parce que c'était une véritable humiliation. Dans certains cas, les corps étaient carrément abandonnés. On obligeait certains enfants à écrire, à accepter, n'est-ce pas, Covid. Bref, une véritable frustration. On se demande ce que le lendemain nous réserve, surtout qu'ils sont catégoriques. Il faut peut-être les masques pour que les enfants aient à l'école, il faut la distanciation. On dirait qu'ici, avec le retour des classes, le Covid reprend, n'est-ce pas, à zéro. Oui, alors je dois rassurer tous les Africains. Les retours des classes sans masque, d'abord, il a eu lieu en premier lieu en Suède. Et il n'y a pas eu d'épidémie passée par les classes. Depuis, les pays scandinaves ont repris les trucs scolaires sans masque et il n'y a pas eu d'épidémie qui reprennent. Oui. En Allemagne, l'école reprend sans masque. Donc, aux Pays-Bas, non plus, les enfants n'ont pas de masque. Donc, on a suffisamment d'exemples de reprise de cours en masque pour savoir que ça ne risque rien. Oui. Donc, soyez tranquilles. Et luttez contre les gens qui sont des prophètes de malheur. Oui, ceux qui reçoivent de l'argent des Big Pharma. Mais, docteur, avant de partir, dites-nous 2 ou 3 mots sur Bill Gates. Hein, 25% du financement, je crois, de l'OMS. Il semble dicter sa loi au monde aujourd'hui. Tous les médecins sont à ses pieds. Les gouvernements sont à ses pieds. Non, tous les médecins ne sont pas à ses pieds. Ah oui? Les médecins qui le payent sont à ses pieds. N'exagérons pas. Il a beaucoup. Alors, oui, c'est bien pire que ça. C'est que il a effectivement plus de 25% du financement de l'OMS parce qu'il finance en direct et aussi par sa fondation. Oui. Donc c'est le premier contributeur au budget de l'OMS, nettement supérieur à celui des États-Unis comme contribution. Oui. Donc, et c'est lui qui a mis en place le directeur général de l'OMS, Tauros, qui est mal vu par Trump parce que il favorise trop les Chinois. Mais c'est vraiment, en plus, c'est vraiment un terroriste, ce monsieur. Il a un passé justement, docteur, j'étais sur le point de vous le lancer. Le docteur Christian
Chaleur dit que c'est un terroriste, votre ami Rader dit que c'est un terroriste, et vous dites la même chose. Oui, il a officiellement admis qu'il faisait partie des frères musulmans. Ah bon? Que le but, c'est... Ah oui, c'est des dossiers policiers, on le sait. Oui. C'est pas... Vous devriez interroger sur ce problème précis Santa Dupuis, qui est une journaliste belge. Santa Dupuis. J'ai pas ses contacts, j'ai pas ses contacts. Oh, si vous tapez sur internet Santa, S-E-N-T-A, Dupuis, vous allez trouver un journaliste belge, pas de problème. Sinon, vous m'envoyez un mail, on vous trouvera ses coordonnées. D'accord, je le ferai. Une très belle enquête. Je le ferai, journaliste là-dessus. Oui. Donc c'est vraiment un terroriste, et surtout, bon, après tout, mais il est surtout payé par Bill Gates, il était imposé là par Bill Gates. Oui. De même manière, Ferguson, l'Imperial College, reçoit beaucoup d'argent de Bill Gates. Donc oui. on retombe sur effectivement Bill Gates et les vaccins qu'il veut imposer au monde entier. Docteur Gérard, nous sommes à la fin de notre entretien. Peut-être un dernier mot. Je vais dire merci à votre épouse, Nicole, qui a facilité l'entretien. Dites-nous bonjour de notre part depuis le Cameroun, déjà. Eh oui, bah écoutez, j'espère que le Cameroun s'en tirera mieux que la France et saura mieux se faire entendre par ses soi-disant élites. Parce que nous, pour l'instant, on n'y arrive pas en France. Mais, vous savez, les choses peuvent se modifier du jour au lendemain. Oui. Comme disait Kennedy, qui a été assassiné, lorsqu'on visse le couvercle d'une cocotte minute, on risque de la faire exploser. Oui. Et notre Macron a peut-être tort de mépriser ce phénomène, car à force de visser, il y aura peut-être des événements sanglants qui se produiront en France, et je pense que là, il sera le premier visé. Mais... je ne souhaite pas cela, hein, je ne souhaite pas cela. Mais, les mauvaises langues ont dit peut-être que c'est dû à sa jeunesse, les mauvaises langues. Oui, enfin je pense surtout, oui peut-être. Je ne sais pas, je ne suis pas à sa place. Je ne suis pas à sa place, mais en tout cas le refus de regarder la réalité, les mensonges permanents qu'on a avec ce ministre, le Premier ministre actuel, c'est effrayant. Il ment en permanence. Oui. Je veux dire, ils ont pu se tromper, ça arrive à tout le monde de se tromper, mais dans ce cas-là, on fait comme la ministre norvégienne, on le dit à la télé, on reconnaît et on refait partir le pays. Alors que là, ils sont en train de bloquer, l'économie française ne va pas repartir à cause des mesures, soi-disant anti-Covid et en fait anti-population. Hein. Lui, il voit un avantage majeur dans ces mesures, c'est que ça empêche les manifestations contre toutes ces lois pourries qui nous ont passées durant le confinement. Docteur Gérard, je veux Donc c'est un contrôle de population. Je veux croire que la prochaine fois, si nous avons besoin de vous, vous serez disponible, vous allez consacrer un peu de temps par rapport à ce que vous avez fait aujourd'hui. Je vous dis vraiment merci, je vous remercie. Je vous en prie, je suis content d'avoir pu apporter quelques éléments scientifiques au Cameroun. Docteur Gérard, merci à vous de le suivre. Merci beaucoup. Au revoir et bonne journée. Au revoir. Nous sommes à la fin de notre émission de ce matin. Je peux déjà vous le dire, la dame en question, Santa, j'ai une entretien avec elle hier. Elle sera notre invitée demain. Elle est présidente européenne de l'association Robert Kennedy. Donc elle est le bras droit de Robert Kennedy en Europe. Elle m'a envoyé plusieurs photos, elle était avec lui. C'est eux qui ont manifesté il y a quelque temps, j'ai oublié le jour, il y avait 3 millions de marcheurs en Allemagne contre toutes ces mesures dictatoriales du nazisme, n'est-ce pas, qui revient. Malheureusement, les médias qui sont la solde, je veux dire, du mensonge, je ne sais pas comment appeler cela, avaient plutôt parlé des nazis. Et c'est elle qui sera notre invitée demain pendant environ 1 heure. Elle parle environ 4 ou 5 langues. Bref, vous allez la découvrir demain. Elle également nous parlera de cette histoire, elle parlera du garde d'asile, de cette histoire de Covid, le hold-up du siècle, mensonge du siècle. Et je crois qu'elle terminera avec la fondation Robert Kennedy, qui représente en Europe, et je crois dans un coin du Parlement européen. Elle sera notre invitée demain. Mais en attendant, vous vous posez la question de savoir pourquoi on vous dit tout ceci. Nous avons l'œil scatologique. Nous voulons vous dire que le monde s'empire. Il y a des gens qui n'ont rien à voir probablement avec la foi, mais qui vous avertissent quand même afin que ceux qui connaissent Dieu s'attachent mieux au Seigneur.
Eux, sur le plan scientifique, ils préviennent sur les lanceurs d'alerte. Nous, sur le plan spirituel, on dit le monde va très mal. Vous-même, regardez ce qu'ils font. N'oubliez pas, pour ceux qui nous suivent depuis, que le but est de pousser les gens. Le but est la vaccination. Et il y a déjà des brevets, vous les avez suivis ici, pour vacciner au moins 8 milliards de personnes. Le Cameroun ne va pas échapper à cela. C'est pour ça que nos gouvernants font ce qu'ils font. Peut-être qu'ils sont obligés, on ne sait pas. Nous ne pouvons que prier pour que le Seigneur les aide et que l'Afrique en général et le Cameroun en particulier deviennent véritablement indépendants. Pourquoi ne pas avoir nous-mêmes nos propres vaccins, nos propres, je ne sais pas, écorces, le quinquelibre qui nous aidait avant? Pourquoi toujours courir vers ces gens qui ne veulent véritablement pas du bien? En Noanga, Christian était à la mise en onde ce matin. Quentin le baryton, le mannequin de la place, est déjà là, il va parler commande. Docteur Bouboul était à la régie d'antenne. Je vous rappelle mes contacts, 677 40 47 22, 677 40 47 22 ou le 699 94 63. Nous sommes disposés, même disponibles, à donner tous ces contacts-là à nos autorités parce que nous les aimons pour qu'elles puissent prendre de bonnes décisions. Je dis bien, tous ces contacts scientifiques, elles sont mieux placées pour les inviter ici, nous aider, que de suivre certaines choses. Peut-être qu'elles ont leur intérêt là-dedans. À demain, c'est peut-être à Dieu. Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous dès le point du jour criant Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient. Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous dès le point du jour criant Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient.